Cette année, en ce début juillet, nous allons vous proposer un top des meilleurs films de ce premier semestre parce qu'il y a déjà eu des très bons candidats au classement final avec des sorties comme Dune, Pauvre créature ou Furiosa en début d'année. Contrairement au top qu'on fait en fin d'année, je suis alors d'une part tout seul, donc ça veut dire pas de débat et de controverse, et puis il ne s'agira pas d'un vrai classement, mais plutôt d'une liste, disons, exhaustive. Elle inclut des films de qualité différente, j'aurais pu les diviser en deux ou trois groupes, par exemple, entre les vrais pépites et les magnifiques films, ou puis les excellents et enfin les très beaux ou très bons films, disons. Mais voilà, je préfère ne pas officialiser un classement si tôt dans l'année, rien n'est encore gravé dans le marbre, puisque ça dépendra aussi bien sûr de l'aspect plus ou moins mémorable de ces derniers films. Et puis je préfère aussi tout simplement laisser le suspense pour la fin d'année, pour les quelques films qui resteront potentiellement dans le top 10 jusque-là. Honnêtement, il y a de fortes chances que très peu des films dont je vais parler seront dans notre vidéo du top 10 2024 en décembre prochain. La liste ne sera donc pas classée, sera dans l'ordre alphabétique, donc n'y voyez pas d'ordre de qualité évidemment. Il y a 25 films, soit à peu près 50% des films que j'ai vus au cinéma cette année. Bon, ça reflète pas le niveau des films, hein. Ça veut pas dire que si c'est la moitié du top, ce sont des films de niveau moyen. Non, c'est juste que ce sont tous des vraiment bons films. C'est juste que j'ai actuellement un top, on va dire, un peu déséquilibré proportionnellement, avec plus de bons films que de mauvais, comme pour beaucoup de gens, je pense. Et bien sûr, ça inclut que les films que j'ai pu voir depuis janvier, c'est pas une liste exclusive. Il y a évidemment d'autres films que vous appréciez sûrement plus que moi, et ou que j'ai tout simplement pas vu, ça va de soi. Et une dernière chose avant d'entamer la liste, comme d'habitude dans mes tops, c'est un mélange personnel entre appréciation subjective de l'histoire, du style, et puis bon, des observations disons un peu plus objectives de qualité narrative ou cinématographique de ces films-là. Du coup, si on prend la liste alphabétique, le premier film c'est donc Borderline, un film espagnol qui s'intitule tout simplement La Llegada en espagnol, bien que pour une fois le titre VF soit plus riche, hein, c'est assez rare mais bon, c'est le cas. C'est un film vraiment minimaliste avec quasiment 4 acteurs seulement, un film très court qui arrive à raconter beaucoup avec une grosse économie de moyens. Il y a à la fois du relationnel au sein du couple, mais aussi du politique sur les questions migratoires aux États-Unis. Bref, c'est hyper prenant et il y a probablement l'une des meilleures fins de l'année pour l'instant. Ensuite, le premier film français de cette liste, c'est le polar carcéral Borgo de Stéphane Demoustier, qui met en scène un personnage féminin brillamment interprété par Afsia Yerzi. C'est une femme indéchiffrable qui laisse planer le doute tout du long, et c'est un thriller très bien construit sur une double chronologie et qui fonctionne super bien grâce à un grand réalisme, notamment dans les scènes de prison. On passe au C, enfin au film en C, et on commence avec le premier film québécois de cette liste, à savoir Les Chambres Rouges. C'est un film incroyablement perturbant, troublant, ouais, dont on ressort juste mal à l'aise quoi. Très honnêtement, c'est un film que je peux pas vraiment dire avoir aimé, au sens d'apprécier l'intrigue, même pas du tout en fait. Mais la qualité de sa mise en scène, enfin aussi de l'intrigue et du jeu d'actrice, hein, mais la qualité de sa mise en scène crée juste une atmosphère qui te paralyse et surtout qui te reste en tête. Je me souviens encore de la soirée où on a regardé le film et ça veut dire quelque chose quoi. Le suivant, ça n'a absolument rien à voir en termes de sensation, c'est Civil War du scénariste britannique Alex Garland. Ce qui s'avérait ou ce qui semblait plutôt être à la fois un film politique et un film de guerre épique se révèle finalement être un véritable film anti-guerre et avant tout porté sur le journalisme et l'impartialité de la presse. Le cadre du conflit est réaliste et froid et abandonne les causes d'une guerre civile américaine qui pose aujourd'hui question à la veille des élections présidentielles pour entretenir ce flou à travers la terreur de la guerre et le rôle de l'information. C'est un film beau, c'est à la fois un film beau, riche et fort, disons. Le suivant, il vient juste de sortir, c'est le blockbuster français de l'année pour l'instant, c'est bien sûr Le Comte de Monte Cristo. Pour un budget de seulement 40 millions, le résultat est vraiment une très très grande réussite. Alors évidemment 40 millions dans le cinéma français c'est déjà beaucoup, mais sérieux dans la gamme des gros blockbusters, même français, hein, il y a déjà eu plus gros, et là pour le coup il y a une grande ampleur dans les décors, les costumes, les séquences de reconstitution d'époque, bref le budget est vraiment bien utilisé. Les scénaristes des Trois Mousquetaires de l'an dernier continuent donc leur adaptation des œuvres d'Alexandre Dumas, mais ils réalisent cette fois eux-mêmes le film, et on est moins sur un film d'action, il y a une plus grosse intrigue qui est couverte en moins de 3 heures avec des ellipses vraiment bien placées, hein, si on se met dans l'objectif de raconter toute cette histoire en moins de 3 heures, enfin dans un film unique quoi. Il y a une vraie évolution et une variation du jeu de Pierre Ninet tout du long, et un scénario captivant, multilingue et bien joué, bref c'est vraiment un excellent blockbuster français quoi. Ensuite, on passe au film en D, à commencer par l'autre film québécois de cette liste, à savoir Dissidente. Alors Dissidente c'est le titre français, hein, son titre original c'est Des Richelieu, du nom de la vallée du Richelieu, qui est une grande vallée agricole du pays. C'est un film social sur la gestion et l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère, et en particulier sud-américaine au Canada. C'est un film très fort aussi, même poignant de par son histoire et par le réalisme apporté par les acteurs et la caméra toujours au plus près de ses personnages. Le suivant, c'est Dune partie 2.
Que dire sur Dune, la grosse expérience cinématique du début d'année, une réalisation époustouflante, la suite d'un récit épique de space opéra orchestré par Denis Villeneuve au sommet de son art. Je pense que ça résume un peu le truc. Ouais, il y a une galerie de personnages, une intrigue symbolique et politico-religieuse, une photo de Greg Fraser toujours aussi magnifique. En fait, il y aurait vraiment très clairement beaucoup à dire et on pourrait en débattre pendant des heures, mais c'est pas l'objet ici. Ce qui est sûr, c'est que ça reste incontestablement l'un des films de ce début d'année. Pour ce qui est des films en F maintenant, j'ai deux autres gros blockbusters américains avec The Fall Guy et Furiosa. Alors The Fall Guy, c'est un superbe divertissement typiquement américain avec humour et spectacle. Spectacle parce qu'il s'agit d'un film sur le monde du cinéma et plus particulièrement sur les cascadeurs des films hollywoodiens. Et puis humour parce que c'est dans le cadre d'une comédie romantique et d'action avec un scénario assez loufoque et plein d'autodérision. Bref, on passe honnêtement un super moment, je trouve. Quant à Furiosa, c'est le préquel du très acclamé et apprécié Mad Max Fury Road de George Miller, sorti il y a 9 ans déjà, je crois. Le personnage de Charlize Theron est ici joué par Anya Taylor-Joy, avec également au casting un Chris Hemsworth complètement démentiel. Le film reprend les codes du road movie spectaculaire dans ses paysages post-apocalyptiques comme dans le précédent film, mais développe cette fois plus le contexte et l'intrigue en la développant sous la forme d'un mythe. Et c'est vraiment un grand divertissement qui n'a certes pas du tout rempli son contrat box-office, mais a beaucoup plu au public. En G, nous n'en avons qu'un seul, et c'est d'ailleurs plus un film 2023 qu'un film de 2024, mais bon, il a eu droit qu'à une sortie extrêmement limitée, exclusivement en IMAX sur 2 jours en 2023, il me semble, avant donc de ressortir en France en janvier. C'est bien sûr le dernier film Godzilla japonais, donc Godzilla Minus One, qui a gagné de nombreux prix au Japon ainsi qu'un Oscar. C'est une interprétation bien plus sombre et tragique du mythe de Godzilla que ce que nous propose la saga des studios américains en ce moment. Et c'est un récit historique post-Seconde Guerre mondiale où la terreur d'un monstre pareil est bien présente, ainsi que sa dimension symbolique pour l'arme atomique, les destructions massives d'un pays en ruine et la violence aveugle de l'Empire nippon. En I, nous avons The Iron Claw, donc un biopic américain sur une célèbre famille du monde du catch. Dit comme ça peut paraître assez niche pour les amateurs de ce sport, mais c'est en réalité un magnifique film avec un excellent casting et une très belle photo, le tout sur une histoire dramatique qui reflète intelligemment une éducation et un système compétitif américain. Bref, honnêtement, c'était une belle surprise du studio A24, je trouve. On passe directement au film en J, avec deux très beaux films visuellement. Tout d'abord Le Jeu de la Reine, ou Firebrand en VO, avec Jude Law dans le rôle du roi Henri VIII et Alicia Vikander dans celui de sa sixième et dernière femme, la jeune Catherine Parr. On embarque dans une intrigue personnelle et politique aux côtés de la jeune reine dans un contexte de réforme populaire et de menaces matrimoniales constantes. Ce film de Karim Aynous, qui était d'ailleurs présent au Festival de Cannes l'an dernier, alors a beau être un peu lent dans sa première partie, mais il offre des splendides scènes semblables à des tableaux et une fin également très réussie. On a également Jusqu'au bout du monde, dont le titre VO est The Dead Don't Hurt. C'est un western de Viggo Mortensen, le célèbre acteur d'Aragorn ou plus récemment de Green Book, qui réalise ici son deuxième film et joue aux côtés de la talentueuse Vicky Krieps, donc l'actrice allemande, qui doit jouer ici une québécoise et joue donc à la fois en français et surtout en anglais avec accent français, donc c'est quand même pas mal pour une actrice allemande. Et l'aspect linguistique occupe en fait une partie assez importante de l'intrigue dans la mesure où il s'agit de l'histoire de ces deux individus, l'un danois et l'autre québécoise, dans leur migration et leur installation dans le Far West américain. C'est un beau western, parfois contemplatif, bien construit dans sa double chronologie et surtout très bien joué. On passe ensuite en film en M, et alors là avec des films vraiment très très différents. On commence par l'un des plus atypiques de ce début d'année avec Le Mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi, le scénariste et réalisateur japonais qui nous avait, je pense, tous éblouis avec Drive My Car. Son nouveau film a été récompensé à Venise et il se distingue par son style très pictural et surtout pour sa fin vraiment très énigmatique. C'est une collaboration avec la compositrice Eiko Ishibashi, où le cadre du récit prend véritablement le pas sur la narration elle-même. S'il y a bien une trame avec cette histoire de camping de luxe qui vient s'installer en montagne dans une communauté soudée, l'histoire ne se limite pas à cette intrigue, disons, écologiste, c'est plus une question d'équilibre ou d'harmonie, et de la fragilité de cet équilibre, aussi bien social, humaine qu'environnementale. On reste au Japon ensuite avec le film le plus récompensé au prix du cinéma japonais avec 8 statuettes, dont celle du meilleur film. C'est réalisé par Kei Ishikawa et ça s'appelle Haru Otoko en japonais et en anglais pour le titre international A Man. C'est un thriller familial construit sous la forme d'une véritable quête d'identité dans un pays où les étiquettes familiales et les masques sociaux sont toujours très présents. Et avec un fond plus social et politique qu'il n'y paraît au départ, c'est aussi une histoire émouvante de romance et de suspense. Retour aux États-Unis pour le suivant, avec un film sélectionné à Cannes et nommé aux Oscars, mais qui n'a rien gagné nulle part, ni pour ses actrices, ni pour son scénario. C'est May December avec Natalie Portman et Julianne Moore, sans oublier le très bon Charles Melton. C'est une double histoire, à la fois une étude de personnage sur la complexité humaine dans le cadre d'un scandale, et aussi un film sur le processus d'acting.
C'est un film qui désarçonne pas mal et fait progressivement évoluer la perception que le spectateur a de ses personnages, un peu à la manière d'un Tar l'an passé, même si bon, les deux intrigues et en termes de style, les deux films n'ont rien à voir, mais voilà, pour cette progression de la perception du spectateur sur les personnages, on peut faire un petit lien. En fait, chaque personnage propose ici son point de vue, et donc à sa propre réalité, ce qui crée une relation en miroir très ambiguë, où il est question de transgression, d'emprise, de regard extérieur et de non-dit. C'est un scénario vraiment très riche à décortiquer plus en détail si vous voulez. Et toujours en M, nous avons également le film italien de Matteo Garonne, Moi Capitaine, ou Io Capitano en italien. Il a été récompensé à Venise et au prix Donatelli, respectivement d'un Lion d'argent et de meilleur film notamment. Les prix Donatelli, c'est l'équivalent des Césars italiens. C'est une odyssée migratoire de deux jeunes Sénégalais à travers le Sahara et les différentes étapes de leur périple pour arriver jusqu'à la mer Méditerranée, avec un fort degré de réalisme et une magnifique réalisation. C'est une œuvre très belle, parfois assez dure, mais très émouvante. Dans les films en paix, on commence par le premier film sur l'école dans cette liste, un pur thriller anxiogène français porté par François Civil. Ça s'intitule Pas de vague, et c'est l'histoire d'un prof de collège qui est accusé de harcèlement par une élève, un incident qui déclenche rapidement un engrenage incontrôlable. C'est un film réaliste, centré sur notre protagoniste et sa spirale personnelle, qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. On passe ensuite à une véritable œuvre d'art visuelle et narrative avec le premier film de Yorgos Lanthimos sorti en France cette année. Il s'agit bien sûr de Pauvres créatures, ou Poor Things en VO, qui a été récompensé aux Oscars, notamment pour l'incroyable performance d'Emma Stone, qui délivre un jeu tout en évolution de posture, de langage, de diction, de personnalité. Bref, c'est assez remarquable. C'est une odyssée de la femme, en fait, dans un cadre rétro-futuriste, avec des décors sublimes, une musique très caractéristique, et une photographie très singulière aussi. Et toujours dans un style très différent, le suivant, c'est un bon gros blockbuster américain que j'avoue avoir peut-être un peu plus apprécié que d'autres, surtout pour son côté politique. Il s'agit du nouvel opus de la saga La planète des singes, qui s'intitule donc Le Nouveau Royaume. Non seulement les effets spéciaux sont d'une incroyable qualité, et l'environnement, surtout dans sa première partie, est assez dingue, mais perso c'est surtout pour son sous-texte politico-religieux que je le retiens, car le vrai sujet du film c'est bien la falsification de la foi et la récupération d'un héritage symbolique ou d'un prophète, dans un jeu disons de désinformation ou tout simplement de pouvoir. Et ça c'est quand même assez intéressant, bien qu'il aurait pu plus développer tout ça, mais bon, ça reste un film d'aventure et de divertissement avant tout. Pour les films en S, on commence par La salle des profs, ou Das Lehrerzimmer en allemand. Bon, j'ai pas fait allemand, hein, ça va sans dire. Donc c'est l'autre film sur l'école de cette liste, qui n'est d'ailleurs en réalité moins sur l'école que sur la spirale d'une rumeur. L'école n'est en fait que le cadre d'un récit, un cadre exclusif d'ailleurs, puisqu'on ne suit jamais les personnages pour quitter ce cadre, on reste toujours dans l'enceinte de l'école. C'est un brillant thriller vraiment, dont la tension monte progressivement dans cette forme de huis clos, tout en nous posant des questions éthiques pour aboutir sur une magnifique fin particulièrement symbolique. Vient ensuite un film dont le titre français m'échappe à chaque fois, heureusement que je l'ai noté, c'est Sans jamais nous connaître, ou All of Us Strangers en VO. C'est un très beau drame anglais qu'il faut digérer après la séance. Ça parle de plusieurs sujets, de la nostalgie à l'amour, en passant par l'inspiration et l'éducation, mais le fil conducteur reste avant tout la solitude, une solitude mortifère. L'intrigue est construite sur quelques retournements de situation et une construction narrative qui se dévoile progressivement pour frapper le spectateur. Honnêtement, ça marche bien, même si je lui ai trouvé quelques longueurs. Mais bon, ça reste un très beau film, autant visuellement qu'en termes de tendresse, et porté par de très bons Andrew Scott et Paul Mescal notamment. Un autre film dont le titre VF est en S, c'est Skydome 2123, un film d'animation de science-fiction hongrois dont le titre original signifie plutôt Les ciels silencieux. Il se distingue déjà, de par sa forme, en mélangeant des décors modélisés numériquement en 3D et des personnages animés en rotoscopie, donc c'est avec des acteurs d'abord, avant d'être redessinés ensuite à la main par-dessus pour les rendre plus réalistes. Et de deux, par son côté fable poétique et sensible, qui pose des profondes questions sur nos sociétés et nos modes de vie. Donc non, c'est vraiment pas mal. En V, nous avons évidemment Vice Versa 2, ou Inside Out 2 en VO, sorti il y a vraiment quelques jours, il y a une semaine je crois. C'est une excellente suite du premier volet, qui était pour moi vraiment révolutionnaire dans son allégorie de la psyché humaine et très inventif en termes d'animation pour développer tout un environnement ludique dans notre cerveau, avec des émotions comme personnage. Cette fois, le second volet s'attaque au passage à l'adolescence, et c'est dans l'ensemble très réussi, peut-être un peu moins émouvant, c'est vrai, mais ils ajoutent de nouvelles trouvailles et gardent l'essence qui a fait la réussite même du premier. Bref, moi je trouvais ça excellent. Et pour finir, ça va de soi en Z, on a évidemment le film multiprimé, notamment aux Oscars et à Cannes, de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Une mise en scène du hors-champ absolument remarquable, alors attention à un rythme très lent par contre. Très peu de dialogue, beaucoup est dit uniquement à travers l'image et dans le son. C'est un film qui ne peut que mettre mal à l'aise, et plus on y pense, plus on se dit que c'est bien fait, et ça c'est quand même assez fort.
Voilà donc pour cette liste. Évidemment, il y en a plein d'autres. En film français, on aurait très bien pu citer des films comme Le Deuxième Acte, La Bête, Rosalie ou encore En attendant la nuit. Sans oublier à l'international des films comme Il reste encore demain, Ferrari, The Backriders ou encore Memory. Je rappelle que les critiques de tous ces films sont évidemment retrouvées en intégralité sur notre site ou nos pages Facebook et Instagram, dont les liens seront en description si j'oublie pas. Et bon, ça fait quand même une grosse liste, bien plus qu'un top classique, mais quoi qu'il en soit, si vous avez raté l'un de ces films, on vous garantit au moins un beau film, et sinon une grande œuvre.